maintenant, nous allons poursuivre avec la période de questions, si vous en avez. Comme je l'ai mentionné précédemment, cette assemblée annuelle est diffusée en direct aux membres de la province et je tiens à souhaiter la bienvenue à ses membres. Certains d'entre eux sont seuls, d'autres se joignent à nous par l'entreprise de leurs employeurs. Ils sont réunis en groupe. Pour eux, c'est une session de développement professionnel. Ces membres sont en mesure de participer à la période de questions par courriel. L'adresse est en lettres minuscules. ahmed.ocsw@gmail.com. Donc, si vous avez des questions au sujet de l'un des rapports, s'il vous plaît, écrivez-nous maintenant. Je répète, ahmed.ocsw@gmail.com. Une fois votre courriel reçu, il sera lu par l'un des membres du personnel de l'ordre, Pat Lieberman. Je vais répondre aux questions de la salle à partir de maintenant et, périodiquement, vais vérifier pour voir s'il y a des questions de Pat. S'il y a plus de questions par courriel que le temps permet, le personnel de l'ordre répondra aux questions par courriel dans les 2 prochaines semaines. Afin de répondre aux questions du plus grand nombre de membres possible qui sont ici aujourd'hui, nous vous demandons de vous limiter à une seule question. Nous accueillerons les questions supplémentaires à la fin de la période de questions, si le temps le permet. Je vous invite à poser vos questions maintenant. Il y a des microphones, donc nous vous demandons d'aller à un micro afin que les gens qui nous regardent en direct puissent vous entendre. Avons-nous des questions? OK, on va commencer par ici. Bonjour, je m'appelle Susan Mintz. Je suis une travailleuse sociale. J'ai été très intéressée d'entendre le commentaire de Lise concernant la complexité des situations disciplinaires que vous avez rencontrées et le fait que ces situations semblent devenir plus complexes. Ceci a déclenché pour moi une question, à savoir si nous, en tant que profession, devons envisager d'améliorer certains de nos développements professionnels et ou de travailler avec nos universités. Cela afin de nous assurer que nous aidons de façon proactive les jeunes travailleurs sociaux et les moins jeunes à connaître certains champs de mines qu'ils puissent rencontrer et les aider à élaborer des stratégies pour éviter les complexités que vous décrivez. Donc, ma question est, est-ce quelque chose qui pourrait arriver? Pensez-vous que cela fait partie du rôle de l'ordre d'aider les travailleurs sociaux à aborder des questions qui pourraient devenir disciplinaires? Je vais demander à Lise de commencer la réponse. J'ai pensé ne pas m'asseoir car j'anticipais des questions. Je suis donc très heureuse que vous ayez commencé les choses avec une telle excellente question. Je pense que votre question me permet de souligner quelques-unes des choses importantes que l'ordre entreprend pour promouvoir la pratique éthique et professionnelle. Il y a donc les activités proactives de l'ordre et puis il y a les réactives. Réactives dans le sens positif du terme, comme les activités de l'ordre en matière de plainte et du processus de discipline dont j'ai parlé. Nous voyons très bien la pertinence et l'importance des relations avec les intervenants, que ce soit avec les éducateurs ou avec nos collègues du milieu réglementaire au Canada et en Amérique du Nord, pour comprendre, par exemple, que, en général, les organismes de réglementation, et pas seulement dans nos professions, sont confrontés à une augmentation de la gravité et la complexité des plaintes. Je pense que cela est de souligner l'un des défis pour les régulateurs, à savoir, pourquoi pourrions-nous obtenir plus de plaintes ou des plaintes plus graves et complexes? La réponse n'est pas nécessairement simple. Ainsi, l'unité de la pratique professionnelle, comme je l'ai dit, fait un travail très important pour être une ressource à l'appui des membres dans leur pratique, pour s'assurer qu'ils sont en mesure de poser des questions sur les normes d'exercice et comment celles-ci pourraient s'appliquer à diverses situations et scénarios. Leurs présentations font une chose similaire. Ainsi, leur sensibilisation aux étudiants en travail social et en service social et leur relation avec les éducateurs les appuient.
Nous avons continuellement de nouveaux diplômés qui s'inscrivent auprès de l'Ordre. Ils comprennent notre mandat et le rôle important qu'on joue. Nous avons mis beaucoup d'efforts en 2017 et nous continuons en 2018 à travailler avec les éducateurs afin de resserrer davantage ces relations. L'autre facette, et vous avez posé une bonne question, est le travail de l'Ordre concernant son programme de maintien de la compétence. Ce programme veille à ce que tous les membres demeurent compétents. Ils ne se contentent pas de s'inscrire et sont nouvellement qualifiés, mais ils continuent à apprendre et à grandir tout au long de leur carrière. Donc, toutes ces facettes importantes font partie de nos relations avec les éducateurs. En même temps, je pense qu'il est très important pour l'Ordre d'être conscient des limites de son mandat. Ainsi, l'Ordre s'assure que ses éducateurs préparent les étudiants en travail social et en service social pour l'inscription à l'Ordre et pour la pratique. J'espère que cela répond à votre question. Nous avons une question ici maintenant. Allô, l'importance et l'objectif de l'Ordre sont si clairs. La question que j'ai vraiment est autour de l'accès et le thème « Éliminer les obstacles ». Les cotisations à l'Ordre montent, mais quand on regarde les salaires de l'ensemble des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social, l'accessibilité devient un problème en raison des frais. Beaucoup d'organismes ne couvrent pas ces cotisations. Pour plusieurs postes, comme à la SAE, il n'est pas requis d'être inscrit à l'Ordre. Que fait-on pour réduire les cotisations et pourquoi celles-ci ne sont-elles pas examinées? J'ai l'impression que cela augmenterait l'accessibilité pour les personnes, en particulier les personnes qui obtiennent leur diplôme et n'ont pas à s'inscrire à l'Ordre. Je pense que ceux qui ne sont pas inscrits mais qui œuvrent comme travailleurs sociaux ne rendent pas service à notre profession. C'est difficile, ce n'est pas surveillé. C'est juste un gros problème. Mais la difficulté est que, encore une fois, ce n'est pas une exigence. Vous regardez le personnel infirmier qui fait beaucoup plus que les travailleurs sociaux. Leurs cotisations sont une centaine de dollars moins élevées que le nôtre annuellement. Très bien, merci. J'apprécie vraiment cette question. Je vais demander à Lise de commencer à répondre à cette question et d'examiner pour nous toutes les choses que nous faisons, que le Conseil fait, pour arriver à ces montants. Cela peut sembler un peu paradoxal, mais je vous remercie beaucoup pour cette question parce que je pense que vous avez soulevé un certain nombre de questions très importantes. L'une d'entre elles a trait au rôle d'un organisme de réglementation et l'importance des cotisations. Ainsi, le Conseil, dans le cadre du processus budgétaire et des prévisions de trésorerie qui se produisent chaque année, examine très attentivement les coûts pour faire une recommandation pour l'année suivante. Nous sommes très conscients, et vous reconnaissez probablement ces mots de certaines de nos communications autour des frais, que les augmentations de ces frais sont rarement populaires avec les membres. Mais ce que le Conseil doit faire, et ce que l'Ordre dans son ensemble doit faire, c'est toujours garder son mandat de protection du public à l'esprit. La réglementation a un coût. Il y a beaucoup de choses dont j'ai parlé dans mon allocution qui ont à voir avec le coût de la réglementation des professions. Vous avez également parlé de la question de la protection du titre. Ainsi, en étant membre de l'Ordre, seuls les membres de l'Ordre sont en mesure d'utiliser l'un des titres protégés: travailleur social, technicien en travail social, travailleur social inscrit, technicien en travail social inscrit. Ainsi, ceux qui ne sont pas inscrits, mais qui se disent travailleurs sociaux ou techniciens en travail social, ne le sont pas. L'Ordre suit ces questions de protection de titres de près. Mais je m'écarte un peu en disant que, pour revenir à mes mots précédents, les frais sont examinés. Mais aucun frais ne sont réduits et une partie de cela a trait au coût de la réglementation. J'ai parlé de certaines des activités que l'Ordre est tenu de faire dans le cadre de son mandat de protection du public qui comprend les plaintes et les processus de discipline dont je viens de parler.
La complicité, la gravité et le nombre de plaintes, ainsi que les processus disciplinaires, sont en hausse. Pas seulement pour nous, mais pour les organismes de réglementation dans toutes les juridictions et certainement à travers l'Amérique du Nord. Cela vient avec un coût important, mais je suis sûre que vous serez d'accord avec moi qu'il n'est pas possible pour l'Ordre d'ignorer ces questions. Il est extrêmement important pour l'Ordre de veiller à ce que ces processus soient en place. Plusieurs autres activités sont également coûteuses, mais je peux vous assurer que l'Ordre est extrêmement prudent dans la façon dont il utilise les ressources. C'est pourquoi nous entamons ce processus très rigoureux chaque année. J'espère que cela répond à votre question sur les cotisations. Merci, Lise. Pat, avons-nous des questions de la part des gens qui se joignent à nous? Pas encore? OK, bien. Nous avons une autre question ici. Allô? J'ai une question rapide à ce sujet. Je me souviens, quand j'ai commencé, j'étais en mesure d'appeler l'Ordre quand j'avais des questions. Je me demande, avec la complexité que vous avez décrite et les cas que vous avez traités, avez-vous vu une augmentation d'individus qui demandent à vous consulter? Prévoyez-vous des problèmes avec la capacité de l'Ordre à répondre à quelqu'un qui appelle? D'accord, simplement pour consulter. Je vais demander à Lise de répondre à celle-ci. J'ai souligné l'un des jalons importants pour l'Ordre cette année était d'avoir atteint plus de 20 000 membres. Nous nous attendons donc à avoir des augmentations. Ça fait beaucoup de membres. J'apprécie vraiment que vous souleviez cette question parce qu'elle me permet de mettre en évidence cet aspect proactif du travail de l'Ordre qui appuie la grande majorité des membres qui pratiquent avec compétence et d'une manière éthique. À certains moments, cela nécessite un certain soutien de notre équipe chargée de la pratique professionnelle qui est très capable de comprendre les normes d'exercice s'appliquent à différents défis auxquels les membres pourraient faire face. Nous disposons donc non seulement d'un site Web très convivial et accessible dans lequel vous pouvez accéder à toute une gamme de ressources, qu'il s'agisse de bulletins d'information, de notes sur la pratique, de directives et, bien sûr, des normes d'exercice et du programme de maintien de la compétence. Nous avons aussi des consultations en direct où n'importe quel membre de l'Ordre et aussi les membres du public et les employeurs peuvent appeler l'équipe chargée de la pratique professionnelle et parler à l'un de nos employés qui les aidera à explorer les différentes questions impliquées. Des questions liées, par exemple, à un dilemme auquel ils pourraient faire face et comment s'appliquent les normes d'exercice. Je suis heureuse de dire que nous avons une augmentation de ces appels. Nous n'avons pas un problème de capacité, mais je dois dire que ces appels augmentent. L'équipe chargée de la pratique professionnelle a répondu à plus de 3000 questions reliées à la profession en 2017. C'est une augmentation je crois qu'il est dangereux d'être cité car c'est diffusé, mais je crois que c'est une augmentation de plus de 16 % par rapport à l'année précédente. Je n'attendrai pas que quelqu'un ici me corrige sur ce nombre. Ne me citez pas sur ce nombre, mais il y a certainement une augmentation significative des questions concernant la pratique professionnelle et nous sommes très fiers de la capacité et de la réactivité de notre service de pratique professionnelle pour vous aider avec vos questions. Si vous n'avez jamais eu de contact avec notre équipe, c'est peut-être bien, mais je vous encourage à y penser la prochaine fois que vous êtes aux prises avec un dilemme éthique. Vous vous demandez pourquoi l'Ordre n'a-t-il pas des ressources sur telle ou telle chose? Pourquoi les normes d'exercice n'adressent-elles pas telle ou telle chose? Je pense que vous serez très agréablement surpris de trouver tout d'abord que l'Ordre a probablement une ressource sur ce que vous cherchez. Notre équipe peut vous aider à accéder facilement à cette ressource. Les normes d'exercice s'appliquent aux scénarios de pratique auxquels vous faites face dans votre travail. Elles sont écrites de manière à être appliquées aux milieux très diversifiés et aux domaines de pratique dans lesquels vous travaillez. Merci pour cette question. Pat, je pense que nous avons une question de nos gens qui nous regardent en direct. Est-ce exact?
Oui, merci. Personne ne m'entend? C'est allumé? L'un de nos participants a une question de logistique. Il n'y avait pas d'inscription à l'avance pour participer en direct cette année. Je ne pouvais pas trouver où je devais donner mon nom et adresse courriel. Comment l'Ordre reconnaît-il ma participation aujourd'hui? D'accord. Vous voulez répondre à cela? Non, vous pouvez répondre. Je suis perplexe. Je sais que je suis censée connaître la réponse à cette question. Donc, plutôt que d'essayer de trouver notre chef des communications, Sarah Choudhury, qui est responsable de cette excellente organisation, peut-être vais-je demander à Sarah de répondre à cette question, si elle a accès au micro. Merci, Sarah. Je ne suis pas certaine si vous avez entendu la question. Pat, pouvez-vous répéter? Il n'y avait pas d'enregistrement préalable pour accéder à la diffusion en direct cette année et je ne pouvais pas trouver où je devais donner mon nom et mon adresse courriel. Comment l'Ordre reconnaît-il ma participation aujourd'hui? Excellente question. Donc, cette année a été un peu différente concernant la diffusion en direct. Celle-ci est disponible sur notre site Web. Nous avons eu des problèmes techniques ce matin. Il doit y avoir un formulaire qui apparaît sur la page de diffusion en direct. Vous serez en mesure d'inscrire votre nom, adresse courriel, puis cliquez sur Soumettre. Puis, c'est là que vous serez en mesure de voir l'événement en direct. Nous recueillons ces données. Donc, quelque temps la semaine prochaine, nous allons réviser les adresses courriels des individus qui ont inscrit ces informations lors de leur visite dans notre site Web et nous allons vous envoyer un sondage post-événement ainsi qu'un lien pour accéder à votre certificat de participation. Pour ceux et celles qui sont ici en personne, vous recevrez également par courriel votre sondage après l'événement la semaine prochaine et une copie de votre certificat de présence. J'espère que cela répond à votre question. D'accord. S'il y a des problèmes, si ça ne fonctionne pas pour vous, s'il vous plaît, faites-nous savoir. On retourne avec vous. Il y a une autre question ici. OK, vous pouvez la poser maintenant. Bonjour, merci. Donc, cette année, le processus d'inscription a été mis à jour pour inclure une nouvelle question, à savoir si les postulants ont un état de santé physique ou mental qui peuvent influer sur leur capacité à pratiquer en toute sécurité. Je me demande ce que l'Ordre fait pour s'assurer qu'il n'y ait pas de discrimination envers les gens ayant vécu des expériences dans la profession. Comment nous en assurer? Par exemple, quelqu'un peut inscrire qu'il ou elle n'a pas un état de santé physique ou mental. Puis, cela pourrait changer plus tard dans sa vie. Je me demande ce que nous faisons pour nous assurer que nous pouvons être accommodants, car cette profession est notre gagne-pain. D'accord, bonne question. Je vais demander à Alice de répondre. Il s'agit aussi d'une question familière à d'autres organismes de réglementation. Je vous remercie beaucoup. En fait, je ne suis pas surprise que vous ayez soulevé cette question. Je suis très heureuse que vous l'ayez soulevée parce que je pense que c'est très important. Cela souligne vraiment l'un des défis que nous avons parfois en tant qu'organisme réglementaire et en matière de communication avec nos membres et avec d'autres parties prenantes sur des questions sur lesquelles nous travaillons. Il y a eu une modification au règlement d'inscription. D'ailleurs, nous avons fait des efforts pour expliquer cela dans certaines de nos communications autour de cette question. C'est un long processus. Ainsi, les discussions que le Conseil a eues sur ces modifications au règlement d'inscription ont commencé 3 ans avant l'entrée en vigueur des changements au règlement. Je tiens donc à souligner la longueur de ce processus. Il y avait un certain nombre de questions lorsque nous avons envoyé le bulletin électronique au sujet du règlement sur l'inscription. Nous avons souligné un certain nombre de changements importants. Ce changement particulier dont vous faites allusion n'est pas une nouvelle exigence. Il s'agit d'une amélioration qui existe déjà dans le règlement sur l'inscription. Je pense que c'est la chose la plus importante à mettre en évidence. Il s'agit également d'une exigence qui est en harmonie avec ce que les autres organismes de réglementation exigent aussi, parce que, souvenez-vous, je déteste vraiment me répéter dans les mêmes mots. J'essaie donc de changer un peu mes mots. Nous avons un important mandat de protection du public. Vous tous, en tant que membres de l'Ordre, lorsque le public voit un membre de l'Ordre, il compte sur l'Ordre de remplir son mandat et s'assurer que tous les membres de l'Ordre sont professionnels, qualifiés, responsables et œuvrent d'une manière éthique. Ainsi,
Être un professionnel réglementé vient avec certaines obligations et parfois cela veut dire d'être obligé de divulguer des informations qui pourraient être différentes d'un autre cadre ou situation. En tant que membre de l'Ordre, vous fournissez des services aux populations vulnérables, aux clients. Il est donc important que vous soyez en mesure de pratiquer en toute sécurité et de façon compétente. Donc, ce que nous avons maintenant, c'est une amélioration du formulaire d'inscription. C'est ce que nous exigeons des postulants à l'Ordre. Ça ne fait pas partie du processus de renouvellement. Ça fait partie du processus d'inscription à l'Ordre. Les postulants doivent fournir des renseignements, à savoir s'ils souffrent ou non d'une affection ou d'un trouble qui, selon leur estimation, pourrait influer sur leur capacité de pratiquer de façon sécuritaire. C'est une autodivulgation. C'est un élément important de l'inscription, donc il faut à un moment donné que les membres fassent cette évaluation au meilleur de leur capacité. Nous avons attentivement examiné cela. Vous pouvez imaginer qu'une modification au règlement d'inscription passe par plusieurs niveaux de contrôle et d'évaluation. Nous sommes très conscients du fait qu'il s'agit d'informations délicates. Nous ne demandons pas que chaque membre de l'Ordre indique n'importe quel état ou trouble vécu dans leur vie, mais au moment de l'inscription, nous voulons savoir s'ils souffrent d'une affection ou d'un trouble qu'ils estiment peuvent avoir une incidence sur leur capacité à pratiquer de façon sécuritaire. Ainsi, l'Ordre reçoit ce genre d'informations et il les gère conformément aux meilleures pratiques. Cela signifie que nous sommes conscients que c'est très délicat. Ce sont des informations confidentielles et c'est géré très soigneusement. Pat, y a-t-il d'autres questions en ce moment? Non? OK. Ici, nous en avons une de plus. Oui, nous avons le temps pour quelques-unes, alors s'il vous plaît, venez au micro. C'est une question reliée à la précédente concernant les cotisations. Elle est de 310 $, c'est 310 $. Comme vous le savez, dans notre profession, les gens inscrits à l'Ordre ont différents niveaux de diplôme. Les techniciens en travail social ont généralement un diplôme. Certains professionnels ont des baccalauréats ou des maîtrises en travail social. Évidemment, même si nous travaillons tous dans le champ du travail social, nos salaires sont différents et basés sur notre niveau d'éducation. Comme vous le savez, pour le technicien en travail social qui commence, il est peu rémunéré, je ne sais pas, peut-être 20 $ ou 25 $ l'heure. Mais pour les détenteurs d'une maîtrise en service social, MSW, ceux qui travaillent dans des cliniques, par exemple, je travaille au UHN, au Toronto Western Hospital, nous commençons autour de 40 $. Si je fais une pratique privée, c'est évidemment un peu plus d'argent. Donc, je ne pense pas que c'est juste pour quelqu'un, surtout pour un nouveau diplômé qui commence dans la profession, de payer la même somme d'argent qu'un individu qui est déjà établi dans le domaine. Je me demande si l'Ordre envisagerait de mettre en place une offre spéciale ou une catégorie de frais différents pour quelqu'un qui fait le travail en clinique et un autre qui est au bas de l'échelle. Merci. Je vais demander... Oui, et même 310 $ pour une personne qui travaille à l'hôpital, c'est quand même beaucoup d'argent. Je vais demander à Lise ou Shelley de répondre et de parler de notre nouvelle cotisation pour les diplômés. Je remarque que je ne reçois pas d'applaudissements pour mes réponses, mais je ne prends pas ça personnellement. Je pense que vous soulevez une question très importante. Je peux dire que dans l'histoire de notre ordre, le Conseil a examiné très attentivement la question de l'équité entre les deux professions. Nous réglementons les deux professions. Il existe des normes d'exercice communes pour les deux professions. Il y a un effort constant de reconnaître que, bien qu'il existe des différences certaines entre les deux professions, elles sont égales en matière de réglementation. Cela ne veut pas minimiser en aucune façon certaines différences sur le marché de l'emploi pour les travailleurs sociaux et les techniciens en travail social. Par contre, les coûts pour régir un travailleur social ou un technicien en travail social sont les mêmes. Nous ne sommes pas une association
où les cotisations peuvent être déterminées sur un certain nombre de bases. Nous régissons tous nos membres, les travailleurs sociaux et les techniciens en travail social, de la même manière. Les frais demeurent les mêmes, peu importe qu'ils aient 2 clients par mois ou qu'ils voient 50 clients par semaine. Il est donc important, selon moi, que même si nous reconnaissons et nous sommes conscients des défis que vous pouvez rencontrer dans vos divers contextes de pratique, que notre mandat est de réglementer les 2 professions. Déterminer le montant des cotisations se fait en toute connaissance de cause. Parler de la nouvelle cotisation pour les diplômés. Je voulais mettre en évidence que l'une des choses que le Conseil a décidé il y a un certain nombre d'années a été d'aider les nouveaux diplômés de programmes de services sociaux et de programmes de techniques de travail social lors de leur inscription à l'ordre. Les postulants qui s'inscrivent au plus tard le 31 décembre de l'année où ils obtiennent leur diplôme sont admissibles à une réduction des coûts, non seulement pour la première année, mais aussi pour les 2 années suivantes. C'est l'une des façons que nous reconnaissons depuis de nombreuses années maintenant le défi que subissent les nouveaux diplômés à s'implanter dans le marché du travail. Donc, même si ça ne répond pas complètement aux questions que vous soulevez, nous reconnaissons les défis. Cela aide les nouveaux diplômés et nous sommes très heureux avec le nombre de nouveaux diplômés inscrits en 2017. Nous avons une autre question ici. Bonjour, mon nom est Karen Walker et je travaille au George Brown College. Pouvez-vous nous parler un peu plus des demandes concernant le Fonds pour le perfectionnement professionnel? Y a-t-il des exemples de situations ou de propositions qui ont été approuvées sur le site Web? Je vais demander à Lise de vous donner quelques informations là-dessus. Je regarde l'auditoire pour voir nos collègues de l'Association des travailleuses et travailleurs sociaux de l'Ontario qui ont fait un travail exemplaire à administrer ce fonds, ainsi que d'autres intervenants qui ont siégé au comité de direction du fonds, qui est maintenant une machine bien rodée. Il y avait une augmentation du montant auquel les membres avaient accès. Il y a des liens sur notre site Web. C'est facile de trouver des informations concernant le fonds via notre site Web ou le site de l'association. Je pense qu'il est juste de dire que le défi est d'informer les personnes pour qu'ils fassent une demande. Ce n'est pas difficile parce qu'une fois que les travailleurs sociaux et les techniciens en travail social font une demande, ils y ont accès. Le fonds couvre une grande majorité des activités éducatives du fonds, donc passez le mot. Le défi n'est pas de couvrir toutes vos activités éducatives. Le défi est en fait d'amener les gens à faire une demande et que les fonds soient bien utilisés parce qu'il est là pour servir. Nous avons le temps pour plus de 2 questions, alors nous allons commencer par ici. Bonjour, mon nom est Marius Filler et je suis un travailleur social psychothérapeute en pratique privée. En s'alignant au thème « Éliminer les obstacles », pouvez-vous faire une brève déclaration sur ce que l'Ordre a l'intention de faire au niveau de l'accessibilité technologique et internationale qui permet de travailler avec des clients à l'extérieur de l'Ontario du Canada? Certainement. Je vais demander à Lise d'en parler. Je vous remercie pour votre question. Je pense que la question de la technologie et son impact sur la pratique en est une que nous connaissons depuis de nombreuses années. C'est une question vraiment intéressante car elle souligne l'une des raisons pour lesquelles les normes d'exercice sont rédigées. Ces normes sont importantes car elles fixent des normes minimales pour tous les domaines de pratique. Elles doivent être écrites de manière à ce qu'elles ne soient pas instantanément périmées. Quoi de mieux que la technologie pour nous montrer que celle-ci change tellement vite qu'elle devient rapidement désuète. C'est pour cette raison que les normes d'exercice s'appliquent aux diverses situations liées à la technologie, des situations auxquelles vous pouvez être prise dans votre pratique. Ceci est bien couvert par les normes d'exercice. Nous avons développé un certain nombre de ressources, principalement des notes sur la pratique, des foires aux questions, disponibles sur le site Web de l'Ordre. Ces ressources portent sur divers aspects de la technologie et son impact sur la pratique. Si vous ne les avez pas déjà consultées, celles-ci ont été communiquées via le bulletin électronique des membres. C'est un grand secteur. C'est un domaine en cours et en évolution constante. C'est une des raisons pour lesquelles nous continuons à publier des notes sur la pratique dans ce domaine et parce qu'elles sont malléables.
Comme organisme de réglementation, nous n'employons pas ce mot très souvent. Ces notes sur la pratique sont une façon malléable d'aborder quelques différents scénarios auxquels vous pourriez faire face dans votre pratique. Elles vous aideront à comprendre comment les normes sont liées à la technologie dans votre travail. Je vous remercie beaucoup pour vos questions et votre participation. Je vais maintenant faire appel à Shelley pour conclure la réunion. Je vous remercie tous pour vos questions et pour votre engagement. Ceci conclut cette partie de la 18e Assemblée annuelle. Je vous remercie de votre présence et participation. La séance est maintenant levée. Merci beaucoup.